Bonjour à tous pour cette nouvelle émission de Campagne Hebdo et on démarre avec nos invités qui sont autour de la table. Humbert Rambaud, rédacteur en chef de Jour de chasse, mais aussi auteur de ce dernier livre dont nous allons parler ensemble. Guillaume Desenfants qui nous retrouve aujourd'hui pour sa chronique sur l'écho des fédérations justement. Colas Guyonneau qui a rejoint l'équipe du Chasseur français et qui va nous raconter tous les sujets qui sont dans le dernier Chasseur français et les nouvelles rubriques sur lesquelles on travaille ensemble. Et Antoine Galion de la Société de Vénerie et qui va nous raconter et nous décrypter la dernière étude justement sur les veneurs en France faite par le CSA. Alors c'est vous qui l'avez commandé cette étude ? Alors oui, la Société de Vénerie a commandé cette étude au CSA à la fin de la saison dernière, au mois de mars. Si tu veux, quand on parle vénerie dans le public, vis-à-vis de gens qui ont parfois un a priori pas toujours très positif, il y a deux éléments qui reviennent toujours. C'est cruel, alors ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je suis prêt à en parler de longues heures, et c'est une chasse extrêmement élitiste. Nous qui vivons la vénerie sur le terrain, on sait que ça n'est pas le cas, et que c'est une vision qui s'inspire finalement de l'Ancien Régime, parce que la chasse à courre, c'est peut-être le plus ancien mode de chasse, puisque des chiens qui poursuivent un animal, ça fait 10 000 ans que ça existe. Avant, c'était les loups, donc ça fait 20 000 ans que ça existe. Donc ça existe depuis toujours. Dans sa forme actuelle, c'est François Ier qui a mis les bases de la chasse à courre. Donc oui, toute la culture française, la peinture, la sculpture, l'architecture des forêts aussi, a été conçue au moment de l'Ancien Régime. Mais il y a une chose formidable, c'est la nuit du 4 août 1789, abolition des privilèges, et le premier qu'on abolit, c'est que tout le monde peut chasser chez soi. Tu as le droit de chasse chez toi depuis le 4 août 1789, ça fait quand même un peu plus de 250 ans, ou à peu près. Donc ça, c'est la première phase, et puis après, allons très vite, à travers le temps, tout ça a évolué, les équipages au XXe siècle se sont montés en association, surtout après deux conflits mondiaux qui avaient beaucoup bouleversé les organisations des structures des équipages, donc ils se sont montés en association. Et puis dernier point, selon que tu chasses un des trois grands animaux qui sont le cerf, le chevreuil et le sanglier, qui nécessitent beaucoup de chiens, qui nécessitent donc parfois d'avoir du personnel pour s'occuper des chiens l'année, parce qu'évidemment ces chiens on s'en occupe tous les jours, qui nécessitent de louer des territoires de forêt pour pouvoir chasser. Donc ça, c'est un type d'animaux, évidemment. Il faut des budgets par rapport à ça, mais on est en association. Moi, dans l'association où je chasse, on est 90, donc on se partage le truc à 90. Et à moins qu'on chasse, à l'inverse, des petits animaux, lapins, lièvres et renards, moins de chiens, pas besoin de louer des territoires, on est invité, là on tombe sur des budgets plus faibles. Donc tout ça, nous on le savait, on le disait, ça ne suffisait pas. Donc on a décidé de commander cette enquête au CSA pour qu'il nous donne une vision mesurée scientifiquement de qui pratique la chasse à courre. Alors, c'est une photo à l'instant T, ça permet de dire à quoi ressemble vraiment la vénerie aujourd'hui en France ? Exactement. On avait un fichier de base qui est très simple. On édite régulièrement une newsletter électronique, 25 000 abonnés. On a envoyé la newsletter à 25 000 personnes qui, a priori, dans leur majorité, aimaient la chasse à courre. Sinon, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont membres d'un équipage, ça ne veut pas dire qu'ils sont adhérents à l'association des veneurs. Ils sont aficionados, quoi. Ils sont aficionados, exactement. Alors 25 000, le CSA nous dit, ouais, c'est bien, très bien, pourquoi pas. Bon, si vous avez 2% de réponse, 500, ce sera pas mal. Très bien. On a eu 5 000 réponses. 5 000 réponses. Et là, ça a été pour nous déjà un premier signe formidable de dire... quand on interroge les veneurs sur qui ils sont, il y a cette conscience qu'il faut mettre à bas les clichés qui nous sont défavorables et que les gens ont envie de témoigner qui ils sont. Et donc ça a été la première phase extrêmement positive. Et puis après ça, effectivement, on tombe sur d'autres clichés qui tombent. À mes yeux, le plus important, et qui explique beaucoup de choses, c'est la provenance géographique des veneurs. Alors j'ai mes antisèches, donc c'est 53% des veneurs habitent des villes de moins de 2000 habitants. Donc ils sont issus du monde rural. Alors que sur la population française, c'est 22%. Mais une fois que tu as dit ça, ça explique énormément de choses. Ça explique que des trublions urbains peuvent taper sur la chasse à courre. Hier, Émeric Caron recevait dans un groupement à l'Assemblée nationale, enfin il recevait, il n'était pas seul, mais il était dans le groupe, je ne sais plus, biodiversité, un truc comme ça. Il recevait Sarah El Haïry, oui, secrétaire d'État.
il l'attaque sur les sujets des chasses cruelles, de la corrida, des machins, qu'il voit depuis le 19e arrondissement. Nous, à 53%, on vit à la campagne. Et puis c'est son cheval de bataille. Et c'est son cheval de bataille, c'est là-dessus qu'il est. Dans les autres nouvelles intéressantes, c'est que déjà, il y a beaucoup de jeunes qui chassent, beaucoup de femmes, donc surreprésentation par rapport au nombre de chasseurs, j'allais dire non-veneurs, l'ensemble des chasseurs en France. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est le coût annuel. Parce qu'effectivement, il y a cette image qui vous colle un peu comme un sparadrap au bout du doigt, qui est la vénerie du cerf, qui a un coût, c'est vrai, quand on est bouton, gilet, ou j'imagine même quand on est membre d'équipage. Or, on voit très bien dans l'étude qu'il y a plein de veneurs qui ne dépensent pas des fortunes. Le budget moyen qui est déclaré par les gens sondés, c'est 1 000 €. Mais il y a plein d'explications. Alors 1 000 €, il faut savoir, explique peut-être, parce que là-dedans, il y a tout. Ça veut dire les déplacements, la location des chevaux, si besoin et tout. Il y a 1 000 €. Mais l'histoire, c'est quoi? Guillaume, il dépense plus que 1 000 € par an dans la chasse, par exemple. Pas du tout. Alors, l'idée, c'est de dire quoi? C'est qu'effectivement, si tu es dans un équipage qui chasse le lapin, qui a pour ça besoin de 7-8 chiens, qui est invité chez des copains, il faut nourrir les 7-8 chiens, et généralement, c'est le maître d'équipage qui s'en occupe, ça ne coûte pas très cher. Mais si à l'inverse, tu es dans un équipage de cerfs, alors là, effectivement, il faut louer des forêts, avoir 100 chiens, parfois les chevaux. Oui, là, ça coûte très cher, mais de la même façon que tu as des voitures à 10 000 € et des voitures à 100 000 €, tu as des budgets variables. Pourquoi le budget moyen est ça? Parce que même si tu es dans un équipage de cerfs, si tu es ce qu'on appelle bénévole, c'est-à-dire que tu viens de prêter la main au chenil pour les travaux qui s'y font tout le temps, tu fais partie de l'équipage, tu es intégré dans la vie de l'équipage pour zéro, parce que tu es bénévole. Donc, en réalité, le critère d'argent n'en a jamais été un pour qui s'intéresse à la chasse à courre, que ce soit celle des petits animaux ou des grands animaux. Pour peu qu'on ait soit de l'argent, soit du temps à investir et qu'on soit passionné, on y est bienvenu. Je reviens sur autre chose qui était les femmes. Tu vois. Alors, dire que les femmes chassent à courre, les femmes sont ministres, les femmes sont premiers ministres, les femmes sont chefs d'entreprise, il n'y a rien que de très normal. Là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, la chasse à courre attire plus de femmes que la chasse à tir, puisque je crois qu'on est autour des 3%. 3,2%. Alors, là-dessus, il y a déjà une composante de base, me semble-t-il, c'est que nous n'utilisons pas d'armes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être, pour certaines femmes, un blocage. C'est peut-être un peu machiste, mon propos. On n'est que des hommes autour de cette table, je ne vais pas me faire taper. Mais je crois ça. Ça peut jouer le fait qu'il n'y ait pas d'armes, le fait qu'on monte à cheval quand on chasse les grands animaux, pas quand on chasse le lapin, mais quand on chasse le sanglier, le chevreuil ou le cerf, on monte à cheval. La pratique de l'équitation, elle est très féminine. Et puis, ça permet l'équitation en plein air, l'équitation en pleine nature. Le fait aussi que dans la vénerie, l'aboutissement n'est pas forcément la prise, il y a tout l'aspect de la chasse qui peut aussi intéresser des gens qui sont moins intéressés par le prélèvement en soi. Ça, on va en parler avec il y avait une étude qui était notre ami philosophe tout à l'heure. Philosophe, c'est un bien proportion de gens qui viennent pour la chasse, ceux qui viennent pour le cheval, ceux qui viennent pour la convivialité, socialement. Enfin, voilà, alors, ce qu'il y a de sûr, c'est l'acte de tuer l'animal est accompli par les chiens pour 4 des 6 animaux, et pour les 2 où c'est l'homme qui doit aller servir l'animal, c'est-à-dire le cerf et le sanglier, c'est par un veneur, généralement plus qualifié que les autres pour le faire, et j'étais à la chasse hier, on était 30 à cheval. Alors on n'a pas pris, on n'a pas eu à le servir, mais s'imagine, si on l'avait pris, on aurait tous passé 5 heures en forêt à galoper, et puis à l'issue de l'issue, c'est un est le plus qualifié qui va servir. Donc clairement, la motivation n'est pas d'aller tuer l'animal. Il y a un bon exemple, le président de la société de vénerie, Priou, sa femme, ses filles chassent. C'est impressionnant quand on voit l'équipage fonctionner ainsi. C'est une affaire de famille, effectivement, c'est une affaire de famille. Et alors ça va vous servir à quoi cette étude? Ça va servir à mettre à mal des clichés qui nous sont négatifs. On l'a diffusé à tous les parlementaires. Parce que ne nous lève pas par-delà Sur cette histoire de supprimer la vénerie, ça va revenir un jour. Ça reviendra, et c'est comme au la Parlement corrida, que les choses se font. Et c'est là où nous, on a une action de fond auprès des parlementaires, députés et sénateurs. Les veneurs vont voir leurs députés, vont voir leurs sénateurs. Dans les départements où on ne chasse pas à court, c'est à la société de vénerie qu'on s'en occupe, mais on va pour leur expliquer. Parce qu'en dehors de quelques idéologues un peu acharnés, eh bien, ils sont tous très à l'écoute. Pierre-François Priou, le président de la société de vénerie, a été reçu
le mois dernier par le groupement à l'Assemblée, le groupe d'études à l'Assemblée qui est consacré à la condition et au bien-être animal. Ouais. Alors là-dedans, il y a Sandrine Rousseau, Aymeric Caron, Bastien Lachaud. Il y a tous vos copains, quoi. Tous nos copains sont là. Étonnamment, ils n'étaient pas à l'audition de Pierre François. Ils n'étaient pas là. Il y en avait... Volontairement, oui. Ah bah, tu m'étonnes, bien sûr. Ils étaient 25 sur 60, ils sont 60 dans la commission, ils n'étaient pas là. La présidente, c'est Corinne Vignon, qui n'est pas non plus complètement une amie de la chasse, en général. Mais, une fois qu'on a dit ça, ceux qui étaient là, ils étaient là pour s'intéresser au sujet. Ils étaient là pour poser des questions. C'est la très très grande majorité des parlementaires. Il ne faut pas perdre ça de vue. Les parlementaires ne sont pas des idéologues animalistes. Ça n'est pas vrai. C'était quoi les questions qui... C'est les questions banales qu'on nous pose toujours sur la façon dont on traite nos chiens, la façon dont on chasse, qui chasse. Enfin, c'est les questions qu'on pose toujours. Il doit être très bon en plus, Pierre-François. Et alors, Pierre-François, il est parfaitement à son aise. Il est évidemment passionné comme on l'est tous. Mais il a là-dessus une passion, une capacité de conviction, et puis une capacité à enseigner, parce que... il est pédagogue, lui, il était prof. Il était prof, donc parce que c'est vraiment la chose, quand tu expliques aux gens ce qu'est la chasse à courre, quand ils prennent le temps, sans trop d'a priori, tout le monde arrive avec un a priori positif, négatif, mais tout le monde arrive avec un a priori. S'il n'est pas trop fort, les gens comprennent. Les gens comprennent pourquoi cette chasse est légitime, pourquoi elle n'est pas plus cruelle qu'une autre, pourquoi s'inquiéter de la cruauté de la chasse à courre quand on ne s'inquiète pas du chat qui bouffe la souris, du héron qui bouffe le poisson, du lion qui mange la girafe. Tout ça, ça semble normal, ça fait des documentaires sur la National Geographic. Et pourquoi s'indigner quand des chiens chassent un animal ? On ne s'inquiète pas non plus quand le loup chasse la brebis, ce qui... par ailleurs, pose d'autres problèmes, parce que la brebis, ça n'aurait échappé à personne, n'est pas un animal sauvage, donc le combat n'est pas exactement le même. Bref, cette histoire de cruauté, il sait parfaitement en parler, Pierre-François, et l'autre élément qui était important, c'était cette étude. Il est allé, évidemment, être auditionné par... le groupe de l'Assemblée nationale, avec cette étude en main, pour dire arrêtez d'expliquer qu'on est tous des vieux aristocrates vivant dans nos châteaux. D'abord, Priou n'est pas aristocrate, Galon n'est pas aristocrate, et on est une grande majorité à ne pas l'être. On n'a pas de château, et voilà. Et c'est simplement notre passion à laquelle on consacre beaucoup, l'essentiel, pour la plupart, de notre budget loisir, évidemment. Et justement, au sein de la société de vénerie, quand vous avez reçu les premiers résultats, est-ce que vous avez été surpris de certains données ? Non, mais on le sait, on le vit sur le terrain. Simplement, on voulait valider ça avec une étude objective. Alors, si, le point très important, et ça, je ne suis pas sûr qu'on le... mais c'est cette histoire de 53% de gens qui vivent dans des villes de moins de 2000 habitants. C'est la France silencieuse. C'est la France qu'on n'entend pas dans les médias, ça. Donc effectivement, à tous nos rendez-vous de chasse, il y a des dizaines et parfois des centaines de personnes qui arrivent, suiveurs aussi, mais qui sont de ces petites villes ou des villages qui ne sont pas connus par les médias mainstream, par les politiques qui veulent se faire entendre, etc. Le 53%, c'est ça qui nous a le plus marqué. Et puis c'est toujours l'histoire des trains qui arrivent à l'heure, parce que finalement on parle de 1 ou 2 cas, alors malheureusement c'est souvent dans le même département, de problèmes quant à la vénerie, mais dans 99... Il y a vraiment... La saison passée, c'est très bien passé. Celle-ci commence également très bien, il n'y a pas d'incident. Maintenant, on organise 18 000 journées de chasse à courre par an. La loi qui est passée pour les personnes qui voulaient s'obstruer par rapport à l'exercice de la chasse et tout, ça vous est utile ? Il y a moins de... Alors, c'est un arrêté préfectoral qui a été pris dans l'Oise. Dans l'Oise. C'est pas une loi. Bon, le leader des opposants vu que du département... la préfète de l'Oise, là, dernièrement, avait aussi demandé à ces personnes-là de ne plus utiliser de citronnelle, de choses comme ça, pour ne pas empêcher l'exercice de la chasse. Donc, maintenant, c'est quand même moins présent, c'est ça ? Oui, alors il faut Dans le les autres départements, c'est comment ? En Gironde, il n'y avait pas un moment Alors, il y a eu en Gironde, et puis chez nous, là, en Ficif, il peut y avoir des problèmes avec des équipages, parce qu'en fait, ce qui est problématique, c'est quand on se trouve dans un équipage en milieu périurbain, la plupart du temps. C'est ça. On ne va pas citer de nom, mais effectivement, tout ce qui est, que ce soit à Fontainebleau, à Bonnel ou autre, il y a parfois des soucis parce que on est confronté à une population urbaine qui soit n'y connaît rien, soit voilà, et qui vient perturber
Et effectivement, il y avait un projet de loi, même loi d'ailleurs, sur la possibilité de venir perturber l'acte de chasse. Hein. Ça, En réalité, on a l'impression quand même qu'il y a moins que nos amis d'Aval, ils ont l'air un peu moins actifs là. On le suit 2 fois par semaine, je veux dire pour la chasse de semaine et pour la chasse du week-end. Et véritablement, ça ne se concentre plus que dans 3 départements qui sont la Seine-et-Marne, les Yvelines et l'Oise. Et en plus autour des grandes villes. Voilà. Et de manière de plus en plus ponctuelle, légère. Enfin, légère. Ça ne handicape, que c'était il y a 2 ou 3 ans. Voilà, ça ne handicape quasiment plus les équipages pour chasser. D'ailleurs, les Saint-Hubert, là, c'est un carton. Il y en avait partout. Ils se sont ridiculisés la plupart du temps. L'outrance. La violence et autres. Comment on l'explique ? Parce qu'ils ont menti. Ils ont menti. Et ça, les militants qui recrutaient en leur disant des choses fausses sur ce qu'était la chasse à courre, ils ont fini par s'en rendre compte. Il y a même des militants qui sont dans une qui est devenue chasseresse et qui suit des équipages. Donc ils ont dit on nous a menti. On nous a menti. Ça c'est su. Et puis c'est comme l'outrance des politiques qui tiennent des propos animalistes. Ça finit par les discréditer, même par les meilleurs amis des animaux. Voilà. Je pense que c'est l'outrance qui fait ça. Non, il y avait eu cette loi qu'on avait initiée à la vénerie, c'était de dire qu'on ne doit plus servir les animaux dans les zones urbanisées, parce que la société ne le comprend plus, et on s'adapte, comme on s'adapte depuis 500 ans qu'on existe. On ne chasse plus aujourd'hui comme du temps de Louis XIV. Eh bien, il y a cette... Ah bon ? Oui, ça a un petit peu changé. Dommage. D'abord, on est plus nombreux à chasser. Je n'aurais pas chassé, moi, du temps de Louis XIV aujourd'hui, oui. Quel bonheur d'être né au XXIe siècle et pas avant ça. Donc, tout ça a joué pour... On a su s'adapter au moment où il fallait, sur les sujets sur lesquels il fallait. Non, on ne sert plus les animaux, même dans les villages, puisque une partie de la population ne le tolère plus. Maintenant, ça ne laisse pas la porte ouverte à toutes les outrances réellement animalistes. Bon bravo, écoute, bravo pour cette transparence déjà, et puis bravo pour ces chiffres, parce que ça donne du baume au cœur de voir tous ces jeunes qui pratiquent la vénerie. Redis le chiffre sur 41% en moins de 50 ans. Alors on est jeune jusqu'à quel âge, tu me diras, mais 41%. Jusqu'à 52, moi je dirais. Moi. Voilà, on a chacun un chiffre à donner. Jusqu'à 59. Mais l'histoire c'est quoi ? Ça veut dire que je pense que, mais là je parle sous votre contrôle les uns les autres, c'est plutôt un peu plus jeune que la population des chasseurs à tir. Il y a cette dimension sportive. Hein. Si tu cours derrière un lièvre dans un labour, regarde, il y a qu'à te regarder, t'as un corps de marathonien, donc il n'y a même pas besoin de... Mais, nous, on ne court pas derrière les lapins. Hein. On fait du rugby, c'est pas pareil. Oui, il faut qu'on arrête un peu. Voilà, il y a une dimension très sportive qui fait que ça attire les jeunes. Tu peux continuer à 70 ans, c'est pas la question, mais ça attire les jeunes. Le côté effort physique, que ce soit à pied pour chasser le lièvre ou le lapin, ou que ce soit à cheval, l'effort physique est tentant aussi. Voilà. Cette étude, on la retrouve où ? On la retrouve, je t'offre tout de suite. Sur le site de la Société de Vénerie, quand même, j'espère. Bien sûr. Et puis, bien évidemment, sur le site du Chasseur Français, il y a eu plein, on a décrypté sur Chasseur Français. Tout ça. Elle est sortie quand ? On l'a sortie à la rentrée, en septembre. On avait fait l'étude en mars, et puis on l'a sortie au moment de la reprise. Voilà, sinon vous cherchez sur Internet, mais vous le trouvez sur le site du Chasseur Français, qui sont les Français qui chassent à courre. Bravo pour ça. Et bravo surtout aussi pour toute la communication que vous faites et qui, par capillarité, aide aussi beaucoup la chasse française, parce que c'est vrai que vous avez renouvelé la communication de la Société de Vénerie et ça fait beaucoup de bien à la chasse française.